Bonjour et bienvenue sur Indie Maker. Dans ce podcast, j'échange avec des makers qui ont su transformer leurs idées en business. Au-delà de leur success story, nous allons décrypter leur histoire, leur stratégie et leurs challenges. Tout cela afin de comprendre comment ils ont réussi à devenir profitables. J'interroge différents types de makers, des novices, des aguerris, toujours dans le but de comprendre comment ils se sont lancés et comment ils ont rendu leur business. Qui que vous soyez, dans ce podcast, vous apprendrez à devenir un indie maker. Et le tout sans se prendre au sérieux. Aujourd'hui, on est en présence de Franck Rousseau. Du coup, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Du coup, pas de problème. Du coup, Franck, si tu devais résumer ton parcours un petit peu en 2-3 phrases, comment tu te présenterais actuellement ? Comment je me présenterais Ah oui, ça commence sur les chapeaux de roue. Donc, en fait, tout simplement, moi, à la base, je suis développeur. Puis, à force de développer pour d'autres gens, je me suis dit, tiens, je commençais à avoir des idées, en fait, sur comment devrait être tel ou tel produit. Ou puis même, très rapidement, même on peut remonter avant. Quand j'ai commencé à apprendre à coder des choses, j'ai monté des petits projets à droite à gauche. Et petit à petit, à force de développer des choses, on commence à avoir envie que ça soit utilisé, à avoir envie que ça marche, que ça soit populaire. Et puis voilà. Et en fait, au final, je me suis retrouvé à monter des projets de plus en plus conséquents. Et aujourd'hui, je suis entrepreneur et j'ai monté. Là, en ce moment, je bosse sur un projet de société qui fait des outils de gestion de production, on pourrait dire gestion de projet pour vulgariser, pour les gens qui font des films d'animation. Voilà. Et j'officie aussi beaucoup dans le milieu du logiciel libre, qui pour moi est quand même assez lié à l'esprit indie maker, où il y a pas mal de similarités en fait. Et voilà. Clairement, je pense que quand tu es indépendant, s'il n'y a pas d'entraide, c'est vraiment, tu te mets vraiment dans une galère, quoi. Ouais, voilà. Déjà, il y a cet aspect-là, et puis il y a le côté, on fait un projet, et puis faut le faire connaître, faut que ça marche. Il y a des gens qui l'utilisent, il y a des retours. Enfin voilà, c'est Après, il n'y a pas forcément d'objectif lucratif derrière dans le logiciel libre. On va le voir que ça peut être le cas aussi. Ça peut être le cas aussi. Mais du coup, tu as quand même vraiment cette idée de, je démarre un truc de rien, et puis ça prend ou ça prend pas, et puis si ça prend, ça implique plein de choses et plein de belles histoires. Oui, clairement. Après, en fait, tu pars pas directement dans le but de faire de l'argent avec, mais ça peut être une finalité qui peut arriver. Un exemple que j'aime bien, si tu veux, dans la boîte que je bosse moi actuellement, on se demande si on open sourcerait pas tout ce qu'on fait et juste en fait vendre un peu comme Red Hat fait, donc une compagnie qui vend du Linux pour entreprise, si on résume. Finalement, Linux c'est open source, mais eux en fait ce qu'ils vendent c'est le fait que ça soit un service pour professionnels avec certaines garanties, avec un contact s'il y a n'importe quel problème assez rapide, etc. Et je trouve que c'est un business model vachement sain et intéressant. Si tu produis quelque chose qui est gratuit, mais en fait, pour t'en servir, vu que tu es une entreprise, tu payes des services, quoi. Ouais, nous c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Surtout avec tout ce qui est cloud et tout, toutes les applis web, elles sont assez compliquées en fait à déployer. Et du coup, puis même t'as toute une notion de sécurité de données, de stockage, de problématiques de backup, etc. Pas mal de gens n'ont pas vraiment envie de scoltiner. Donc même si le logiciel est open source, derrière en fait, ils sont contents de payer parce que il y a toute une série de garanties qui arrivent avec et de choses d'emmerdement qui sont plus à gérer, qui font que ça devient intéressant de payer. Et comme tu dis, au final, t'as limite un rapport plus sain parce que ils comprennent vraiment ce qu'ils payent, quoi. Tandis que quand tu achètes un logiciel qui a été reproduit, qui est reproductible à l'infini, des fois, voilà. Maintenant, on est habitué, mais des fois, il y a des gens qui peuvent se poser des questions. Et là, au moins, les choses sont claires, ils comprennent ce qu'ils payent, quoi. Bah oui, clairement, le modèle de vendre un logiciel qui, à final, il est fait une seule fois et qu'on vend un nombre X de fois, au bout d'un moment, la valeur, enfin, c'était bien ça quand tu vendais une voiture et que tu as produit, tu as récupéré des ressources. Mais le logiciel, il a été fait une fois, quoi. Je pense que le modèle à l'ancienne, il n'est pas fait pour continuer à exister dans le monde futur, quoi. Ouais, voilà. Donc voilà. Donc pour résumer, comment tu voulais que je me présente, ouais, je dirais donc développeur slash entrepreneur
enfin, développeur qui est devenu entrepreneur malgré lui, on va dire. Voilà. Malgré lui, qui est tombé dedans par hasard. Ouais, Ok. Du coup, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ce produit? Comment t'en es arrivé à le créer? Alors, donc ça c'est en fait c'est ma deuxième entreprise. Donc la première, j'étais intervenu en tant que CTO. Au bout d'un moment, ça fonctionnait plus bien avec mon associé, donc du coup enfin voilà, c'était un peu compliqué, mais au final j'ai arrêté de travailler sur ce projet. Et à ce moment-là, en fait, ça faisait 4 ans et demi quand même que j'étais en mode entrepreneur, on va dire. Et du coup, j'avais envie de... C'était quoi le premier projet? Quand C'était quoi le nom du premier projet? C'était Cozy Cloud. La boîte existe encore. C'est cozy.io, le site web. Et, si vous voulez aller voir. Et donc en fait à ce moment-là, je savais pas trop. Je savais pas trop ce que j'allais faire, mais je savais que ça m'avait quand même bien plu cette expérience entrepreneuriale. J'avais appris plein de choses aussi, donc je me suis dit ça serait intéressant de le refaire tout de suite. Avec le recul, je sais pas si c'était une bonne idée, peut-être qu'il aurait, parce que vu que maintenant les salaires sont hyper élevés dans le milieu de la tech, peut-être valu mieux que j'aille faire des sous un peu et que je redémarre un projet ensuite. Mais à ce moment-là, je me suis dit non, il faut que si je vais bosser ailleurs, après je vais pouvoir me motiver à me relancer. Donc là, je me dis on s'enlise, ouais. De quoi? On s'enlise. Ouais, voilà, exactement. Et donc là, je me suis dit bah non, je redémarre tout de suite. Donc là, j'avais plusieurs idées. Après, il fallait que sur ces idées-là, j'ai commencé à faire des tests. J'ai fait une ou deux landing pages pour un premier projet qui était sur l'échange, pour que les gens s'échangent leurs affaires. Donc ça a pas du tout marché. Voilà, la landing page a complètement foiré. Donc j'ai un peu assez rapidement abandonné l'idée. J'avais une idée de reprendre une boîte qui, en fait, avant de monter Cozy Cloud, j'avais bossé sur un projet d'outil de gestion de production pour l'animation 3D, mais c'était un projet avec plein de subventions, c'était un peu compliqué, il y avait plein de partenaires, du coup, toutes les décisions étaient super longues à prendre, mais on avait fait un outil de gestion de production qui marchait bien, et au final, la boîte elle s'est plantée, mais plus parce que il y avait finalement trop de monde trop vite qui était impliqué dedans. En gros, quand il n'y a plus de subventions, ça s'est arrêté. Mais pour autant, le produit était intéressant. Et j'avais parmi mes idées donc de reprendre celle-là. Et en fait, là, j'ai un pote qui avait monté son studio d'animation entre-temps. Enfin, c'était le mari d'une amie qui était dans notre groupe de potes à la fac. Et donc, lui, il m'appelle et il me parle de ses problèmes. Ça ressemblait vachement à ce qu'on avait fait à l'époque dans la boîte que je citais là. Et là, je me suis dit, pas chercher midi à 14h, il y a un truc à faire. Et surtout que en fait, lui, il était prêt à me payer en freelance pour bosser avec lui. Et donc je me suis dit assez rapidement, en fait, au début j'ai pas trop réfléchi, je suis allé bosser chez lui pour remettre un pied dans l'animation. Et après, au bout d'un mois ou deux, je me suis dit, en fait, il faut que ce que je développe chez lui, je puisse le réutiliser. Et donc on a discuté ensemble, on s'est mis d'accord pour que je baisse un peu mes prix, mais que du coup, tout ce que je développe chez lui, ça m'appartient en fait. Et après, je le mettais en open source, quoi. Donc du coup, lui pouvait le réutiliser à sa guise. On a fait un petit contrat pour que, en gros, il n'ait pas de problème, pour être sûr qu'il n'ait pas de problème à l'utilisation, voilà, pour le rassurer. Et après, à partir de ça, en gros, du coup, j'ai pu commencer tout de suite à temps plein. J'avais pas de Pôle emploi comme j'étais mandataire social, hein, donc je partais avec 0 euros. Enfin, j'avais pas 10-15 000 euros sur mon compte. Et donc du coup, ça me permettait en fait de faire le projet, parce que sinon, je pense que j'aurais juste pas pu le faire. Donc, en gros, pendant un an, j'étais payé 3 jours sur 5 en freelance pour bosser sur les parties qui lui l'intéressaient. Et puis moi, le reste du temps, je bossais le côté marketing et tout ça. Enfin, c'était quoi tes tarifs en freelance là? À cette époque-là, du coup, je lui avais fait 400 € au jour. Alors, sachant qu'en sortant de Cozy Cloud, j'avais acquis une bonne réputation, j'avais acquis plein de compétences sur des trucs qui s'étaient vachement demandés. Donc, je pense que j'aurais pu rapidement monter dans les 800-900 € au jour, quoi. Ouais. Après, dans le milieu de l'animation, clairement pas, parce que ils ont pas de gros budget. Mais voilà. Donc là, à cette époque-là, c'était jouable de faire monter,
mes tarifs, je pense. Enfin, peut-être pas les premiers clients, mais après, assez rapidement, ça aurait été bon, à mon avis. Voilà, mais donc du coup, il y avait ce truc-là. Il me payait, je pouvais et je pouvais avancer sur mon projet en fait. Donc tout ça, c'est cool. Après, entre-temps, j'ai réussi à vendre les parts de Cozy Cloud que j'avais chez Cozy Cloud. Donc du coup là, après pour le coup financièrement, c'était bon quoi. J'étais tranquille. Mais c'est vrai que la première la première année, c'était un petit peu un petit peu tendu quoi. Voilà. Et après bah après donc du coup j'ai fait une première version du logiciel. En fait, au bout de 9 mois, j'ai trouvé un deuxième studio qui était OK pour travailler sur le même principe. Puis j'en ai trouvé un troisième. Donc en fait, pendant 1 an et demi comme ça, j'ai pu financer le développement de la première version du MVP de ce logiciel, qui était plus compliqué à faire que ce que je pensais. Moi, naïvement, je pensais qu'en 4-5 mois, ça serait plié. En fait, ça a pris quasiment 1 an et demi. Mais après, ce qui était important, c'est que du coup, j'ai pu le mettre en production aussi directement. Enfin, en fait, ça, c'est un critère important pour moi. Il y avait 2 critères. C'était que les gens payent pour le logiciel. Parce que, enfin, pour le produit, en gros, enfin, dans mon cas, c'est un logiciel, mais de manière générale, si je montais une boîte, il fallait que les gens payent très vite pour le produit et qu'ils l'utilisent. En fait, voilà, c'est les 2 trucs. Bon, généralement, quand ils payent, ils l'utilisent, mais c'est quand même les 2 trucs hyper importants pour moi. Et donc, en fait, au bout de 9 mois, j'avais 3 clients et les 3 l'avaient en production. Donc ça, c'était ça a pris un peu de temps pour le premier à lui faire mettre en production parce qu'il était un peu frileux. Enfin, on les avait l'habitude des projets informatiques, mais on a réussi. Enfin, j'ai réussi à les convaincre. Et donc là, en fait, pour moi, ça c'était top, quoi. Quand je suis arrivé au bout de 9 mois j'ai quand même une petite hésitation au bout de 6 mois. Est-ce qu'il fallait que je continue ou pas? Puis après, ça s'est. T'en as eu qu'une, t'as eu de la chance alors. ouais. Donc, bon, après, tu te poses toujours la question, mais là, là, je m'étais vraiment posé la question. Et en fait, là, j'ai eu mon 2e client, puis mon 3e. On a mis en production, j'ai vendu mes parts, tout ça. Donc, du coup, il y a eu pas mal de trucs qui ont fait que je me suis dit que ça valait le coup de continuer. Et après ça, en fait, au bout d'1 an et demi, j'avais bossé en fait avec quelqu'un chez le premier client qui était Unitimage et qui partait de cette boîte. J'avais bien aimé comment elle bossait. Elle était directrice de production. Donc elle était vraiment elle venait du métier pour lequel je faisais l'outil. Et du coup, là, je lui ai proposé de me rejoindre en tant qu'associé. Et ça, c'était top parce qu'en fait, à ce moment-là, je commençais à démarrer les souscriptions en ligne, hein, les abonnements en ligne. Et du coup, ça tombait à pic. Et voilà comment en fait, on s'est retrouvé à vendre du Kitsu en ligne avec des abonnements. D'accord, donc c'était ton premier client qui est devenu ton associé, c'est ça? Non, en fait, c'était quelqu'un qui travaillait chez mon premier. Ouais, c'est marrant que tu l'exprimes comme ça. Mais finalement, ça aurait pu être ça. C'est quelqu'un qui travaillait en fait chez mon premier client, qui est devenu mon associé. Ouais. En fait, après, c'est compliqué d'être associé avec un client parce que après, t'es complètement justement, t'es associé à lui, mais enfin, t'es perçu comme étant lui, et donc du coup là, c'est compliqué. Mais là, c'était bien. C'était quelqu'un qui avait travaillé là-bas, qui avait l'expérience, avec qui on se connaissait en fait. Du coup, enfin, c'est pas facile de trouver un associé et choisir un associé avec qui t'as déjà bossé, voilà, c'est plus simple. Ouais. Et donc du coup, mais clairement. Et à partir de là, on a démarré le modèle SaaS. En fait, en gros, a démarré à ce moment-là. Ok. Mais du coup, une question qui me taraude, c'est qu'au début, à ton premier client, tu lui faisais payer des jours de développement. Ouais. Du coup, tu as dit 3 jours par semaine, c'est ça? Ouais. Et du coup, le 2e et le 3e, ils ont payé des jours aussi? Ouais, c'est des jours de développement aussi, ouais. Alors, en fait... mais du coup, tu es arrivé à combien de jours de développement par semaine? Parce que en fait, le premier client, j'avais demandé de diminuer parce qu'il commençait à me demander des trucs de plus en plus spécifiques et enfin, du coup, je sentais que c'était
Un bourbier. Ouais, voilà, ça allait pas être bon au bout d'un moment. Il y avait cet aspect-là. Après, bon, aussi, on commençait à avoir un peu fini la mission qu'on s'était donnée au départ. Et surtout, je voulais plus de temps, en fait, pour développer pour développer le projet, quoi. Et après, il y a eu ces autres clients qui, eux, voulaient des fonctionnalités qui correspondaient plus vers là où je voulais aller. En fait, bon, pour rentrer dans le détail, le premier, il voulait juste une API. En gros, il voulait juste un serveur, enfin, si tu veux, une base de données. Ouais. Moi, je voulais faire un outil web complet, donc c'était bien d'avoir le back-end. Il me fallait le front-end. Et les autres clients, eux, ils voulaient ils voulaient le front-end. Et donc, du coup, ils m'ont payé pour développer le front-end. Voilà. Et ça, c'était bien parce que pour moi, c'était une validation de marché. Et puis, ça permet aussi de bien prioriser les fonctionnalités parce que comme ils n'ont pas des gros budgets de développement. Ce qu'ils choisissent comme fonctionnalité, forcément, c'est les plus importantes, les plus pertinentes. Et voilà, c'est une manière de prioriser technique de gestion de produit, quoi. C'est pas mal. Voilà. Le manque d'argent qui rend la priorité saine. Ouais, voilà, exactement. Généralement, ils réfléchissent bien à ce qu'ils veulent, quoi. Ouais, bah ouais. Et du coup, tes 3 premiers clients que tu as eu comme ça, maintenant, ils ont basculé vers un modèle SaaS? Alors, là, c'est j'allais dire le défaut, c'est la contrainte du modèle open source, c'est qu'ils ont continué, en fait, avec leurs installs. Forcément, on avait fait des installs. Oui, ils sont très preneurs d'installations locales. Ça se fait pas mal, ceci dit, en entreprise, mais du coup, dans les studios d'animation, ils ont 2 contraintes. Ils ont un problème de réseau, en fait, qui fait qu'ils ont beaucoup de fichiers qui circulent avec avec des tailles énormes. Oui. Donc leur réseau est souvent assez saturé. Ils font beaucoup de YouTube parce qu'ils vont chercher leurs références dessus. Donc en gros, ils aiment bien avoir les trucs en local pour que ça aille plus vite et aussi pour que les images ne sortent pas du studio. Et donc en gros, ils ont des installs locales en open, comme c'est open source, ils ont continué à l'utiliser. Et c'est des installs que je leur avais faites. Et ensuite Et là, bon, ceci dit, sur les 3, là, il y en a un qui vient de prendre un abonnement parce que pour un projet particulier, il avait besoin d'une instance, il avait besoin d'une deuxième installation pour un projet particulier. Pour un projet, ouais. Voilà. Et ouais, mais après, je les compte quand même dans les clients. Bien sûr. Ils ont financé le développement, voilà. Donc ils font partie. C'est juste que maintenant, ils sont plus sur un modèle MRR ou qu'ils y migreront petit à petit, là, comme tu peux le voir avec le. Ok. Voilà. Et ouais, du coup, je t'inquiète, j'ai d'autres questions à te poser, j'en ai plein. Du coup, là, actuellement, avec ce projet, tu es à combien de MRR? Alors, c'est un peu subtil. Bon, pour simplifier, là, j'ai pris tous nos abonnements, je les ai lissés. On est à 5K de MRR si on lisse tout. Après, on vend aussi on continue à vendre des fonctionnalités. Et on organise aussi c'est un peu spé, mais on organise des meet-up aussi pour se faire connaître et on facture un peu de sponsoring. Donc ça nous fait, en gros, ça fait 250 ou à 500 euros de MRR en plus. Et après. Qu'est-ce que tu appelles le sponsoring? En gros, on fait des vidéos des meet-up, on met leur logo sur la vidéo, on la met sur YouTube et à la fin et au début du meet-up, on dit merci, vous nous avez payé le pot, etc. Et c'est super cool. Et puis voilà. Donc ça permet de se faire connaître à pas cher. Et voilà. Mais ça, c'est intéressant, ceci. Bon, je continue sur cette digression. Et là, en gros, c'est que finalement, là, pour le coup, on a fait peut-être un side project dans le projet, qui est évidemment complémentaire avec ce qu'on fait. Et du coup, au début, on a fait des meet-up pour se faire connaître et pour booster un peu le milieu aussi, parce qu'en gros, il n'y avait pas de meet-up dans l'animation, alors qu'en fait, t'as un peu les mêmes problématiques que pour le développement. Enfin, c'est assez compliqué, en gros, d'utiliser un logiciel. T'as un shell 3D, tu as des bonnes pratiques, tu as des logiciels différents. Ouais, il y a besoin d'échanges, quoi. Voilà, puis après, il y a aussi tous les aspects gestion de projet, gestion de production. Personne n'échange jamais, etc. Et on a aussi et pareil pour tout ce qu'ils appellent le pipeline. En gros, c'est tout le système d'information, l'automatisation de la fabrication de films. Voilà, en gros, tout ça, on a organisé des meet-up pour que les gens se parlent. Et après, en fait,
on s'est dit bah tiens, ça nous coûte de l'argent parce qu'il faut louer des salles, on organise un pot, on paye des bières, des pizzas à la fin. Bah, ce serait bien de faire en sorte qu'au moins ça nous coûte pas de sous, parce que ça coûte du temps déjà. Bon, après c'est clair que ça a un intérêt pour nous, hein, ça nous fait connaître, etc. Ça nous donne vachement de réputation, ça permet de voir nos prospects, etc. Mais bon, quand même. Et donc là, on s'est dit bah on va chercher des sponsors. Et en fait, on a réussi avec nos sponsors, bah du coup les meet-up ne coûtent plus rien, quoi. Donc c'est cool. Bon, après ça ne coûtait pas énormément d'argent, mais on a fait en sorte c'est toujours ça de gagner. d'être rentable sur la meet-up. Donc on a fait un side rentable. Et après, en plus, on a un ami qui travaille chez Ubicast, qui est une société, bah pareil, non, c'est pas indépendant, ils ont levé des fonds. Mais bon, voilà, qui a une petite boîte sympa qui fait de la prise de vidéos. Et donc du coup, on filme avec eux. Eux, ils testent leur nouveau matos et leur nouvelle version pendant nos meet-up, et gratuitement. Du coup, ils font la captation vidéo de tous les meet-up, et du coup, on les met sur YouTube. Et du coup, ça fait de la long tail, quoi. Ça fait ça fait un peu de présence, ça fait de la SEO, ça fait de la présence en ligne, quoi. Et ça fait du contenu, en fait. Et voilà, donc ça c'est cool aussi. Finalement, c'est un truc qui est assez intéressant. Et du coup, c'est quoi la taille de ton marché là? Parce que pour moi, dans ma tête, les studios d'animation, il n'y en a pas 500 en France. Donc, est-ce que tu as une idée de la taille du marché actuel? Alors, du coup, j'ai fait la digression sur les meet-up. Je reviens sur le AMRR et je te réponds juste après pour la taille du marché. Donc, on est à 5K. Après, mais comme on vend pas mal d'abonnements annuels, en fait, là, par exemple, le mois dernier, on a vendu pour 12K, 12 000 euros d'abonnement. Et après, comme on fait des prestations et tout, en moyenne, bon, alors le mois dernier, il a vraiment bien marché, donc c'est un peu différent. Mais en moyenne, on est à 8-10K de facturation par mois. Voilà. Après, sur les abonnements, on est à 5K. Et après, par rapport à la taille de marché, effectivement, ça c'est le truc sur lequel j'ai été vraiment optimiste. C'est que je pensais que ce serait le marché pas si gros, quoi. Effectivement, en France, tu dois avoir une centaine on va dire une bonne cinquantaine de studios pour qui notre logiciel est vraiment intéressant. Après, dans le monde, il y en a beaucoup plus. Ça va se compter en milliers. Après, il y a un cas particulier, mais qui a l'air vraiment compliqué. C'est la Chine, où apparemment il y a beaucoup de studios qui fabriquent des films d'animation, notamment des dessins animés en fait. Oui. Et ils ont des films d'animation pour leur marché intérieur et des films d'animation. Le truc, c'est que la Chine, c'est très très compliqué. Enfin, on comprend pas trop ce qui se passe. Et il y a beaucoup de studios en fait qui ouvrent et qui ferment au bout de 3 semaines, donc c'est un peu bizarre. Par contre, les GAFA chinois commencent à investir dans l'animation. Donc, il commence à y avoir des studios qui se structurent. Mais après, ça reste des studios chinois qui aiment bien utiliser des solutions chinoises. Enfin voilà, c'est pas un marché simple à aborder. Donc on l'a mis de côté parce que en gros, c'est un boulot à temps plein presque. D'aller conquérir ce marché-là. Ouais. Et là, actuellement, c'est quoi le plan sur... Attends, on a nommé ton projet au moins? Je crois on l'a pas nommé encore. Ouais, c'est vrai que je l'ai même pas dit. Alors c'est CB Wire la boîte, et le logiciel principal qu'on vend c'est Kitsu. Qui sert c'est un outil de gestion de projet pour le film d'animation. En gros, l'idée c'est de dire que les gens, quand ils font des films d'animation, ça implique de 10 à 200 personnes, en gros, ils ont chacun une spécialité différente. Ils doivent fabriquer un film un peu comme tu fabriques des voitures c'est fait de manière très industrielle, parce que chaque plan doit passer par des étapes de fabrication bien définies, et il y a un nombre de plans bien définis au départ. Il faut que ça sorte à telle date, parce que par exemple, il faut que ça sorte pour Noël, parce que ça sort une semaine après, c'est fini, ça marche plus. Ou il faut que ça sorte pour tel salon, ça sort une semaine après, c'est perdu, donc ça sert à rien. Donc quoi qu'il arrive, il faut que ça sorte à la date donnée. Et donc il y a le côté très industriel, et après mais par-dessus, ça reste quand même un truc créatif. Une production créative. Et donc du coup, il y a un réalisateur qui peut quand même avoir son avis, etc. Donc il qui peut tout changer en cours de route. Donc il faut suivre en gros toutes ces remarques, et il faut valider, il faut que tout ce qui est fabriqué soit validé.
Donc en gros, tu te retrouves avec des dizaines de milliers de tâches, avec chacune une vidéo, avec plusieurs versions d'une vidéo à valider. Et c'est là où notre logiciel, c'est là où ça devient compliqué, c'est là où notre logiciel permet de trivialiser tout ça, quoi. D'accord. Du coup, c'est un genre de Trello, mais spécialisé vraiment en animation, quoi. Ouais, c'est ça, un Trello, mais avec un Trello, tu vas pas gérer beaucoup de tâches d'un coup, ou alors tu vas avoir plein de corps Ou en alors même ça va être temps. un bordel. Ouais, voilà. Sauf que là, l'idée, c'est que tu peux avoir plein de tâches d'un coup, quoi. C'est plus, c'est entre Trello et Excel, on va dire, entre Trello, Airtable et Frame.io, Ok. quoi. C'est un peu voilà, c'est tous ces trucs-là. Oui, c'est bien, ça permet aux gens de se situer. Voilà, c'est tout ça un peu, tout ça mélangé, mais vraiment dédié à l'animation. Donc pour d'autres gens, on serait content de voir qu'il y ait D'autres types de... Ouais. d'usages, mais voilà, d'autres types, ouais, qu'il y ait d'autres types d'usages, mais pour l'instant, c'est vraiment pensé pour des gens qui font des films d'animation, quoi. Même pour les films en prise de vue réelle, c'est pas trop d'intérêt, quoi. Donc, voilà. D'accord, ouais. Et du coup, on revient sur ton pricing. Là, tout à l'heure, tu as parlé de donc, tes utilisateurs qui étaient payants. Et c'est le pricing, tu le tables comment? C'est par utilisateur? Alors, ouais, idéalement, en fait, j'aurais bien voulu faire un prix par utilisateur par mois. Le truc, c'est que c'était un peu compliqué à développer, et puis le soft était déjà compliqué à développer, etc. Donc en fait, on fait des tranches. Les gens, ils sont et on a une tranche de 1 à 3 utilisateurs, 3 à 10, et ensuite 11 à 30, et ensuite 31 à 70. Voilà. En gros, l'idée, c'est de suivre à peu près les tailles de production classiques. Souvent, les gens, ils sont une vingtaine sur un projet, ou une cinquantaine, soixantaine. Et après, on a un pricing, là, pour le coup, à l'utilisateur par mois si c'est au-dessus. Mais là, en gros, c'est pour des plus grosses boîtes. Pour l'instant, on n'a pas encore eu, mais on a pas mal avancé avec certaines. Et là, l'idée, c'est de dire, ils prennent 300 places, et après, derrière, on se met d'accord sur un chiffre à l'année. Et après, s'ils vont au-dessus ou en dessous, on fait pas trop gaffe, et puis on en rediscute l'année d'après, quoi. Voilà, c'est un peu ça le modèle. D'accord, ouais. Et, et ouais, voilà. Ça oui, et puis les gens prennent beaucoup à l'année. En fait, l'idée, c'est quand même plutôt de vendre à l'année. Parce que sinon, ça fait trop de factures. Oui, ils aiment pas trop enfin, ça dépend. Ça, c'est un truc qu'on découvre qui est un peu particulier. À l'étranger, les gens ont pas de problème à sortir leur carte bleue, même pour des grosses sommes. Par contre, en France, c'est beaucoup de virements. Ouais. Donc, du coup, là, ça veut dire qu'il faut émettre une facture avant, etc. Donc là, en fait, quand c'est comme Qui te paye à ça, 2 mois de retard. voilà, exactement. Quand c'est comme ça, on leur dit, soit vous sortez la carte bleue, vous payez au mois, soit vous nous faites un virement à l'année. Et souvent, du coup, on finit à l'année, quoi. Voilà. Et c'est quand même plus simple. Et après, tu demandais aussi où est-ce qu'on veut aller. Pour l'instant, l'idée là, c'est d'aller sur des studios un peu plus gros, parce que comme on a discuté avant, le marché est un peu plus petit que ce qu'on pensait. Et au début, on voulait plutôt viser que des petits studios. Le truc, c'est qu'il n'y en a pas assez, ils sont loin à se décider. Voilà, c'est pas. Donc on se dit, quitte à ce que ça soit long, autant que ce soit tout de suite une grosse facture avec un studio plus grand, quoi. Oui. Voilà. Ok. Vous êtes combien là dans l'équipe pour le moment? Alors, on est une très grande équipe de 3 personnes. Enfin, on a un peu plus que 3 en fait. On est 3 personnes à temps plein, donc, dans la boîte, donc 2 en CDI et moi en gérant. En gros, grosso modo 3 en CDI, quoi. Et il y a un commercial qui nous aide, qui voudrait être associé à terme. Pour l'instant, il est à mi-temps en gros sur le projet. On a aussi une designer à qui on prend quelques prestations de temps en temps. Et après, surtout, on a un administrateur système qui nous aide depuis le début, à gérer notre infra, et parce qu'on a une infra un peu complexe, vu que en fait chaque client a son propre, comme on est en open source, chaque client a son propre serveur pour utiliser Kitsu. Et donc du coup, ça fait pas mal de machines virtuelles à gérer. Et donc là-dessus, il nous aide bien, surtout pour rendre ça justement plus carré, plus sécure, plus sûr, quoi.
Voilà. C'est plus pérenne. Et donc, en gros, on peut dire qu'on est 3,5, 4. Voilà. C'est l'heure de la pause. J'en profite pour te rappeler de noter le podcast et si tu souhaites m'aider à l'améliorer, mets un commentaire car je les prends tous en compte. Si tu connais des makers que tu aimerais voir dans le podcast, va sur indiemaker.fr, tu pourras voter pour ceux que tu voudrais voir et ne t'inquiète pas, si un maker est absent de cette liste, tu peux toujours l'ajouter toi-même. On reprend, c'est parti. Très bien. Ouais. C'est bien, t'as devancé ma question d'après qui était c'est quoi tes objectifs actuellement. Du coup, vous vendez à l'étranger ou pas encore? Alors, on vend pas mal à l'étranger. Ouais. Et d'ailleurs, c'est plus simple de vendre à l'étranger. Enfin, c'est plus difficile de. En gros, on va pas spécialement aller chercher des nouveaux prospects étrangers. Par contre, ils viennent tout seuls. Et là, le processus d'achat, il se fait de manière beaucoup plus simple. En fait, ils arrivent sur le site. Alors maintenant, on a fait une modif au début. Ça peut intéresser les makers. Au début, on était parti du principe, il faut que ce soit le plus facile possible pour que les gens les gens démarrent sur le site. Donc, on faisait en sorte qu'ils s'inscrivent et qu'ils démarrent le plus vite possible avec l'application. En fait, on se rendait compte qu'ils l'utilisaient pas bien et qu'ils l'abandonnaient assez vite. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé déjà par ajouter des questions en fait à l'inscription pour comprendre en gros qui ils étaient et ce qu'ils voulaient faire. On leur demande en gros quel studio c'est, etc. Et après, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'ils bookent une démo sur Calendly. En fait, autant quand tu es sur du B2C ou du B2B de masse, tu as envie qu'ils commencent le plus possible à utiliser l'outil. Autant quand tu es sur du B2B où tu as des ventes un peu complexes, en fait, il vaut mieux parler le plus vite possible. Finalement, ce qu'il faut que tu cherches, c'est à parler le plus vite possible avec les clients. Et depuis qu'on fait ça, effectivement, il y a moins de gens qui s'inscrivent, mais par contre, ceux qui s'inscrivent, là le processus de vente il est beaucoup plus efficace parce qu'on leur fait une démo. Donc pour revenir aux étrangers, donc ce qui est assez bien avec eux en fait, c'est que ils se connectent sur le site, ils s'inscrivent, ils demandent une démo, ils font la démo, ils font la période d'essai. À la fin de la période d'essai, ils se stressent à fond, comme si le monde allait s'arrêter, quoi. Alors finalement, il faut rester s'inscrire, tu vois. Mais bon, bref. Et là, après, alors soit ils prennent pas, mais s'ils prennent, ils payent tout de suite et ils négocient pas le prix, quoi. Enfin, des fois, ils négocient un petit peu, mais en gros, ça va aller très vite, quoi. Une fois qu'ils sont intéressés, ça va très vite. Et du coup, comme ça, là, on a un client en Argentine, un client à New York, on a des clients en Suède, en Allemagne, aux Pays-Bas, voilà. On a aussi un en Afrique du Sud. On en a. Alors eux, je crois qu'ils se sont installés eux-mêmes. Il y en a en Indonésie, en Malaisie aussi. Donc voilà, on couvre les 5 continents. D'accord. Ouais. Et du coup, ça, c'est que des clients qui sont en SaaS chez toi. Ouais. Pas d'install. Ouais. Si, il y en a un qui m'a demandé une install locale. L'Argentin, en fait, justement, la bande passante était un peu pourrie. On a commencé à regarder pour lui faire une install en fait, nous, on est chez OVH. On a regardé pour faire une install chez AWS. Le problème, c'est que il y avait un data center au Brésil avec des prix monstrueux. Donc on lui a dit on veut bien, mais faire multiplier en gros le prix par 10, quoi. Donc j'exagère un peu, mais c'était pas loin de ça, quoi. Enfin, au moins par 3-4. Et là il a dit si vous voulez, nous on a des serveurs. Du coup on l'a installé sur ces serveurs et il est content. Voilà. Donc ok. Pour ça, pour les étrangers, c'est pas mal le fait de pouvoir d'avoir une version installable en local. Et donc et après nos clients principaux sont quand même français parce que c'est surtout eux qui commandent des fonctionnalités, quoi. Donc, ça est que tu itères sur le produit, quoi. Ouais, voilà. Autant c'est plus compliqué de leur vendre, autant après ils s'investissent beaucoup plus. Ouais. Ça c'est clair. Mais ça c'est plutôt ce qu'il faut être qu'on les voit en vrai. Enfin c'est un peu on les rencontre souvent. Tu rencontres les clients français, tu les rencontres? Ouais, en fait, pourquoi aussi on a fait nos meet-ups, c'est que on les rencontrait. Il y avait 2 événements qui se passaient. Il y en avait un en novembre et un gros, en fait, qui est le festival d'Annecy où c'est comme Cannes mais pour l'animation, mais sauf que la partie marché. En fait, quand tu as un festival de films, à côté, tu as toujours un marché où en gros les producteurs, les réalisateurs se rencontrent. Et là, la partie marché, elle est beaucoup plus développée à Annecy en fait qu'à Cannes. Il y a beaucoup plus de business qui se fait et du coup, t'as
Du coup, pour nous, c'est un gros rendez-vous. On rencontrait les gens à ce moment-là, mais après, on s'est dit, ah bah tiens, on les rencontre pas assez souvent, donc il n'y a pas assez d'événements tant qu'on va faire nos événements, quoi. Et D'accord, ouais. comme ça, en fait, on les a rencontrés plus souvent, et c'est ce qui fait que, bah, effectivement, ils s'investissent plus, et puis on itère avec eux, quoi. Et c'est quoi ton modèle pour comment tu leur fais payer? Tu leur fais payer des jours de comme pour le freelance ou tu as un modèle différent pour le Ouais, c'est pour leur comme du faire payer? freelance ou de la société de service. En gros, ils disent en fait, souvent, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est assez particulier parce que en fait, dans l'animation, comme dans tous les secteurs, il n'y a pas beaucoup de développeurs. Donc dans Ouais. l'animation, c'est pareil, c'est un secteur où il y en a pas beaucoup et en plus ils n'ont pas de gros budgets. Donc, enfin, du coup, là, il faut qu'ils trouvent des solutions pour pouvoir faire du dev efficacement. Et donc des fois ils prennent notre solution, ils se rendent compte que bah, il leur manque des choses. Mais ils se disent ah bah elle nous apporte déjà quand même un paquet de choses, donc on va pas s'arrêter juste parce qu'il manque ça. Et là, ils vont dire ouais, quand même, il nous faudrait vraiment ça. Et nous, on leur dit bah ouais, le problème c'est que nous, on est une toute petite boîte, on peut pas développer comme ça juste parce que vous en avez envie. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est si vous nous payez, du coup, bah nous, ça fait on peut se permettre de faire ce développement. Et dans ce cas-là, bah on le fait quoi. Et là, soit ça les intéresse pas, soit ils ont pas les moyens, soit ça les intéresse. Et là, on leur dit, bah, ok, voilà, en discutant, nous, on a fait la liste de tout. Après, c'est une propale classique, quoi. On a fait la liste de tout Ouais. ce que vous aviez identifié. Sur ce que vous avez identifié, on met un nombre de jours. Et après, là-dessus, ils choisissent, quoi. Ils disent, bon, bah, je vais prendre cette feature, cette feature, cette feature. Après, on se met d'accord sur un taux journalier. Et après, voilà, c'est parti. On développe. Et puis, une fois qu'on a fini de développer, on facture. Voilà, donc Et en général, quand tu fais ça, c'est des features qui arrivent dans le produit pour tout le monde. voilà, ah oui, alors oui, pardon, ça c'est le détail important que j'ai pas souligné, c'est qu'effectivement on leur dit avant, on leur envoie un mail et on le met sur la facture. Vous êtes d'accord que on garde les devs et qu'on les met sous à condition qu'on les mette sur GitHub, quoi. Enfin sous licence AGPL ou sous notre licence, mais à condition qu'on les mette en open source. En gros, vous nous payez pour ça, on garde les droits, mais nous on s'engage à les mettre sur GitHub. Voilà. D'accord. Ouais, Ça, c'est cool que ça fonctionne. Ouais, c'est cool, mais ça, c'est un point important. Je pense que s'il n'y avait pas, pour le coup, là, ça nous aide d'être open source. C'est que s'il n'y avait pas cet aspect-là, je pense qu'en tout cas, les premiers, je sais pas pour ceux d'aujourd'hui, mais les premiers, en tout cas, seraient pas venus au début, quoi. Ils auraient pas adhéré au principe. Et après, c'est clair que c'est une forme de politesse aussi. Enfin, je sais pas comment dire, mais du coup, ça les dérange moins de payer pour améliorer Oui, le logiciel, quoi. Voilà. oui, parce que tu dis qu'en fait, tu le rends disponible pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Puis s'il y a un problème, enfin, s'il y a un problème avec notre boîte, parce qu'ils sont lucides, quoi. Ils savent que notre boîte est fragile, qu'on n'est pas beaucoup. Donc ils se disent, bah, au pire, le On logiciel, pourra il est toujours là. l'utiliser. Ouais. Voilà. Au pire, même si, bon, c'est pareil, ils savent qu'il y a un logiciel où il n'y a plus la boîte derrière, il finit par s'écrouler, mais au moins, ça leur laisse le temps de se retourner. Ils savent, eux peuvent le maintenir un moment. Enfin voilà, ça leur fait un. Oui, mais contrairement à une boîte standard qui s'écroule, elle ferme et ciao, le produit disparaît, là, ils peuvent très bien décider de payer des devs pour le Attends, il y continuer, a quoi. le son qui coupe un peu là. Ah, moi, je te bien J'ai entendu. plus le son. Allô, Ah. allô? Bonjour. Ah, c'est revenu. Alors j'ai Ok. plus le son. Tu m'entends, là? Ouais, attends, je coupe là. Allô? Ah bah non, je Allô, t'entends allô? plus. Ouais, Moi, je t'entends. Très bien. Ouais, c'est bon. C'est mieux? Ok. Ouais. De toute façon, en fait, ta caméra avait cessé de fonctionner au bout de 30 secondes, comme Ah ouais, d'habitude. ça bon. Ok. Donc je sais plus ce qu'on disait. Reprenons. Ouais. Le fait que tes clients ils payent les fonctionnalités, donc on en était là, et que après ça soit disponible pour tout le monde. Globalement, on parlait de ça, et plus précisément, on parlait du fait que tes clients ils acceptent ce truc-là parce que c'est de l'open source et qu'ils peuvent
si demain tu fermes, ils peuvent continuer à au moins maintenir le logiciel ou l'utiliser parce qu'il disparaîtra pas avec ta boîte. Ouais, voilà, comme ça leur laisse le temps de se retourner pour aller sur une autre solution plus tard. Et voilà, ils se retrouvent pas le bec dans l'eau, quoi, en gros. Et ça, c'est vrai que pour eux, c'est quand même vachement rassurant. C'est intéressant comme point de vue, j'avais jamais pensé à ça dans les discussions, comme je te disais, que moi j'ai eu avec mon équipe. On n'avait jamais pensé à ça, au fait que en fait, si c'est open source, demain, ils peuvent toujours continuer. Et au pire, ils payent un dev à plein temps qui s'occupe du projet et ça marche, quoi. Ouais. Et ça reste viable, tu vois. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est pas mal. Surtout quand comme je te dis, quand t'es une toute petite boîte, c'est clairement rassurant pour eux. Parce qu'encore, ceci dit, après, il y a des boîtes de 100 personnes qui peuvent fermer du jour au lendemain aussi. Mais ouais. Oui, et forcément, ça paraît plus risqué quand t'es 3 que quand t'es 100. Ouais. Et ouais, voilà. Je sais plus ce qu'on disait. Non, mais... Ouais. Et t'inquiète, je vais enchaîner. Du coup, dans mes questions, parce que là, on est arrivé à la partie 2 à peu près de mes questions. Ouais. Du coup, ça serait pour savoir, donc, dans toutes les features, par exemple, que tu fais pour tes clients, quand ils demandent du spécifique, comment tu sais si c'est une idée qui va servir tout le monde ou qui va pas servir tout le monde, tu vois, genre, est-ce que tu as un pattern pour arriver à décider, en fait, si c'est quelque chose qui va vous servir ou qui va juste être spécifique à un client? Alors, en fait, nous, on connaît bien le métier. Déjà, moi, j'avais travaillé sur le logiciel, donc déjà, j'ai des intuitions. Et puis après, il y a Gwenaëlle, mon associé, qui elle a fait ça pendant 13 ans. Donc tu l'avais pas nommé non plus. J'avais pas nommé, ouais. Donc du coup, elle sait tout de suite si c'est pertinent ou pas. Après, effectivement, c'est un sujet, mais on a eu de la chance, on n'a jamais eu vraiment le problème, quoi. À chaque fois que les gens nous ont demandé quelque chose, ça faisait toujours. Des fois, c'est peut-être des features un peu avancées. Clairement, on n'aurait pas développé dans cet ordre-là, mais à chaque fois, c'est des trucs qui peuvent être utiles aux autres. Il y a peut-être une fois, on a un cas d'un truc qui était vraiment un peu particulier, mais on l'a quand même mis, on s'est dit que ça peut quand même servir. Mais à chaque fois, c'était bien passé. Des fois, après, par contre, on discute un peu avec eux quand on sent que ils ont soit une mauvaise idée, soit que ça va un peu casser le logiciel. On leur dit, ça, on veut vraiment pas le faire, ou ça. Tu donnes une direction, quoi. Ouais, ça, on va plutôt le faire comme ça. Et après, il faut quand même avoir une démarche produit. C'est que par exemple, on a un super exemple là-dessus qui nous est arrivé. C'est que, comme je disais, il y a beaucoup de tâches. Et les gens voulaient recevoir des notifications à chaque fois qu'il y a une tâche qui est modifiée. Enfin, ceux qui gèrent le projet. Et eux, du coup, ils voulaient pouvoir s'inscrire à toutes les tâches, parce qu'il y a un système d'inscription. En gros, tu reçois des notifs sur toutes les tâches sur lesquelles tu as commenté. Mais après, sur celles où t'es pas dessus, tu peux choisir de t'inscrire. Tu peux watch comme un. Tu les follow, quoi. Ouais, tu peux les follow, voilà. Et du coup, ils voulaient pouvoir se follow toutes les tâches. Alors, ça me paraissait... tu veux dire un bouton qui fait tout le temps. Ouais, voilà. Mais bon, comme il y a énormément de tâches, ça me semblait pas pertinent. En gros, ils allaient se faire spammer de notifications et puis ça allait spammer aussi notre base de données. Ça, c'était un peu compliqué. Et en fait, là, en discutant avec eux, on a compris que c'est juste qu'ils voulaient pouvoir suivre tout ce qui se passe, quoi. Et donc, on a juste fait un flux de news qui historise tous les événements qui apparaissent dans le logiciel chaque jour. Et il y a un endroit, et du coup, il le consulte et ça évite de générer des tonnes de... Alors, on génère des news, mais on le génère une fois, quoi. On génère pas une notification pour tous les utilisateurs pour chaque fois qu'il se passe un truc. Donc, c'est rigolo, visible, que tu parles de ça parce que c'est une dynamique que moi j'ai pris personnellement de faire ça, c'est consultation over notification. En gros, là maintenant, quand tu as ton téléphone, tu reçois des notifs dans tous les sens pour tout et 99% ne servent vraiment à rien. Genre, tu l'aurais pas eu, ta vie elle aurait pas changé. Du coup, j'ai coupé toutes les notifications et je laisse juste l'icône qui dit il y a des nouveautés, tu sais, dans le petit chiffre là. Ouais. Je laisse que ça sans notification. Et comme ça, si je pense que ça a une utilité dans ma vie, je vais consulter l'application, mais j'ai pas de truc qui vient me perturber dans ma life pour me dire la météo a changé. Ouais, clairement, oui, ça, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que moi aussi, je suis pas très fan des notifications en général. Et je reçois plus aucune notif par mail, sauf pour des trucs que je consulte vraiment une fois tous les 6 mois. Et justement pour qu'ils se rappellent à moi, sûrement il y a un truc. Donc voilà, mais en fait,
il y a quand même des moments où il faut vraiment chercher à comprendre ce dont ils ont besoin vraiment, plutôt que de vouloir, plutôt que d'implémenter leur demande. Leur solution. Ouais, c'est ça. Faut plus, il y a vraiment toujours ça, c'est une notion qui est assez connue, mais enfin c'est connu, faut s'y intéresser. Mais il y a Intercom qui avait fait pas mal de bouquins là-dessus, de mini bouquins là-dessus. Sur le jobs to be done, quoi. Faut vraiment réfléchir. Quand les gens t'expriment quelque chose, faut toujours réfléchir à qu'est-ce qu'ils veulent vraiment faire derrière parce qu'eux vont te présenter la solution, mais souvent ils ont pas toutes les cartes en main pour trouver la bonne solution, en fait. Et donc oui, ils ont pas ton point de vue technique, ils ont pas ouais. Enfin, ils sont pas à ta place, quoi. Donc en fait, c'est bien d'écouter leurs problèmes, Ouais. mais toi de trouver la solution, quoi. Ouais, voilà, faut retrouver ensemble, en tout cas, quoi. Et du coup, voilà, on s'en est toujours plutôt bien tiré sur les features. Après, là où aujourd'hui on a, j'allais dire un souci, où finalement le problème pour nous, c'est plus que des fois ils nous orientent sur des features qui sont un peu trop avancées, pour ça, comme je disais tout à l'heure, et après on se retrouve avec un logiciel qui fait beaucoup de choses, alors que mon expérience va plutôt emmener vers l'inverse. Moi j'aime bien que les logiciels fassent pas trop de choses, et là clairement notre soft il fait beaucoup de choses. Voilà, donc là c'est un peu le truc avec lequel on doit jouer, parce que au bout d'un moment, à trop accepter les demandes de features, enfin, de toute façon, bon, d'un point de vue économique, on n'a pas trop le choix, mais ça peut aussi se retourner contre nous. On finit avec une usine à gaz, alors que c'est exactement ce qu'on voulait éviter au départ, quoi. Oui, à la fin, en fait, utiliser le logiciel coûte plus de temps que si tu avais fait des papiers que tu avais envoyés aux gens, quoi. Ouais, voilà, limite. En plus, d'autant plus que Kitsu, en fait, pourquoi est-ce qu'on a démarré là-dessus? Enfin, à l'époque, ce qui m'avait aussi motivé, c'est qu'il y a déjà des logiciels équivalents, mais qui sont pensés pour des très très gros studios, donc qui sont hyper configurables et tout. Donc ça a un côté sympa, mais la résultante, c'est que c'est une usine à gaz et que c'est quasiment inutilisable pour la plupart des studios de moins de 200 personnes, on va dire. Et donc, du coup, nous, on a toujours, hein, mais toujours ce positionnement. On est la version simple, on a la version iPhone du truc. Eux, c'est un peu le Palm Pilot, nous, on est l'iPhone. Et voilà, bon, là, je prends la métaphore qui m'arrange bien, mais bon, ça permet d'illustrer. En gros, voilà, on a toujours eu ce credo-là. Et c'est vrai qu'à force que les gens nous demandent des choses, puis même là, on essaie d'aller un peu vers des studios un peu plus gros, on a cette problématique qui commence à émerger. C'est comment on fait pour garder le logiciel digeste tout en faisant en sorte qu'il soit exploitable pour eux, quoi. Ouais, clairement. Voilà. Clairement. Et alors, ça me fait penser à du coup l'histoire de Trello, où Trello c'est un Kanban, donc un truc où tu peux mettre des tâches, et c'est un truc ultra utilisé qui est pourtant ultra simple à coder et à faire, quoi. Il n'y a pas énormément de features. Tout est dans le détail, je dirais, dans le détail de comment c'est architecturé pour que ça soit toujours simple pour l'utilisateur. Et je trouve que c'est une bonne dynamique. Et du coup, ça me fait penser qu'ils ont fait des articles. Alors, je sais pas si c'est Trello, mais il y a plein d'entreprises qui font ça quand ils font une version plus simple d'un truc qui existe déjà. En gros, ils font des articles de blog qui te permettent de te référencer et qui disent comment utiliser le logiciel nul. Et à la fin, genre après un pavé d'explications gigantesques, ils te disent sinon tu peux utiliser le nôtre, il est bien plus simple. Ah, ok, ouais, c'est pas mal ça. Et en fait, du coup, tu récupères tous les gens qui ont de la peine avec leur logiciel et qui sert à rien parce qu'en fait, peut-être qu'ils sont pas assez gros pour utiliser un truc aussi compliqué. Et du coup, ça leur fait beaucoup de peine. Et du coup, ils tombent sur toi parce qu'en fait, ils ont de la peine et que tu leur règles leur peine et tu leur dis, mais regarde, sinon, t'auras jamais ce problème chez nous. Ah, c'est pas mal ça. Ah, ok, ouais, merci. J'avais pas pensé à. Mais il y a plein d'histoires c'est pour ça que je fais ce podcast, c'est qu'il y a trop d'histoires d'entrepreneurs qui font des trucs trop smart comme ça et tu te dis mais putain, c'est trop bien. Ça sert trop l'idée. C'est vraiment le point de départ. Mais en plus, nous, ça a même joué un tour en fait. C'est qu'avec ce logiciel-là, on pensait que en fait, tous les studios étaient convaincus qu'il fallait un outil de gestion de production pour gérer sa prod, parce que en fait, parce qu'à la base ils utilisent tous Excel, mais en fait Excel, tu vois, tu compares un outil comme Trello et tout, enfin c'est pas très collaboratif, même Google Spreadsheet, t'as l'impression, mais en fait non, t'as vite fait, il suffit qu'il y en ait un qui supprime une colonne, voilà, tout le monde a perdu la colonne, enfin, un truc tout bête, puis c'est pas
puis voilà, c'est celui qui fait le tableau. Ouais, et tu peux y arriver en tordant le modèle au maximum. Ouais, mais exactement. Et puis t'as pas le côté de base de données, quoi. Parce qu'en plus ils veulent pouvoir plugger des tools dessus. Et, donc en fait on s'est rendu compte que les gens qui l'avaient, ce soft compliqué, en fait, ils l'avaient pour faire plaisir à leur producteur, mais ils s'en servaient pas vraiment. Et donc, en fait, on se retrouve un peu à devoir éduquer, entre guillemets, je trouve pas le meilleur mot, j'aime pas trop ce mot, mais je trouve pas le meilleur mot là, éduquer un peu le marché pour leur dire, regardez, là quand même, on est en 2020, vous n'avez pas d'outils collaboratifs pour gérer votre prod qui est hyper compliqué, vous savez pas où mettre toutes vos vidéos de preview et tout, ça va pas, quoi. Et ça, c'est clair qu'on pensait que ce serait plus simple. Et donc, en fait, on a ce double travail à la fois de convaincre que notre marque est la bonne, quoi, et en même temps de leur expliquer qu'il leur faut un outil de gestion de production parce que sinon, c'est pas sérieux, quoi. Et, D'accord. C'est pas évident. Et c'est peut-être pour ça que tu fais je suppose que les meet-up servent aussi pas mal pour ça. Ouais, c'est un peu dans cette idée-là, c'est que aussi, ouais, c'est clairement, les meet-ups, c'est aussi un autre constat, c'est que ça doit être applicable dans plein d'autres industries. Hein. C'est que tout le monde avait tendance à résoudre le même problème, chacun dans son coin. Je sais pas si, par exemple, je prends un exemple. Allô? C'est ciao. Hey Franck, je t'ai perdu. Franck? Non. Enfin, c'est la première fois que j'ai la fibre et c'est la seule fois où j'ai autant de problèmes de réseau, quoi. Franck, je ne t'entends plus. Est-ce que tu m'entends? Yo, ouais. Alors, ça a coupé où? Ah, ça a coupé vénère, là. Ouais, ça a coupé un moment, là. Je sais plus ce que je racontais. On parlait des meet-ups. Oui. Ouais, en gros, oui, ça sert à ça. Enfin, en gros, les meet-ups, ce qui se passait, c'est que ils avaient tendance un peu à affronter les mêmes problèmes chacun dans leur coin. Donc, du coup, on a fait ça pour qu'ils se rencontrent. Du coup, le résultat, c'est que c'est sûr que ça fait monter le niveau moyen. Et du coup, ça devient évident de dire, j'aimerais structurer plus. En gros, je m'outille plus de manière générale, quoi. Et donc, voilà. Et après, comme nous, on organise ça. Après, c'est les principes de base là. C'était les bouquins. Je crois que t'as un truc qui s'appelle carrément Authority. Alors, c'est pas autorité en anglais, c'est pas pareil qu'en français, mais c'est plus là, c'est plus dans le sens. On devient un acteur reconnu, quoi. Enfin, voilà, on sait que les gens savent qu'on est compétent à travers nos meet-ups. Ah, ce qu'on appelle les arguments d'autorité, quoi, un peu en français. C'est le fait que tu sois reconnu. Par exemple, un argument d'autorité, c'est quelqu'un qui dit ouais, mais j'ai 50 ans, ça fait 30 ans que je suis dans le métier, tu vois. Argument d'autorité. Ah ouais, c'est un peu plus fort que ça, à mon avis. Ouais, il y a un peu de ça, mais oui, il y a ce côté-là, mais il y a le côté aussi, je le démontre, quoi. C'est pas juste, c'est pas exactement pareil. Parce qu'argument d'autorité, c'est vraiment, tu imposes un. Oui. C'est plus dire, on est. Je parlais juste du fait qu'on a un peu l'utilisation de ce mot en français aussi. Bon, là, l'idée, c'est de dire, voilà, on maîtrise notre sujet, on fait venir les meilleurs dessus. Donc, a priori, c'est que bon, notre soft, il doit quand même faire des choses intéressantes. Voilà, c'est ça l'idée. Et après, forcément, ça fait parler de nous. Et donc, c'est cool. Bon, du coup, peut-être un jour, tu vas lancer un podcast sur les animations aussi. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est vrai qu'on pourrait faire un podcast. Tiens, c'est pas mal à la mode en plus en ce moment les podcasts. Alors, donc, en ce moment, il y a des podcasts qui sortent pour tous les sujets et ça améliore plein de sujets finalement d'avoir des discussions comme ça qui sont plus juste entre deux mecs dans un meet-up, mais qui sont enregistrés et que tu peux réécouter après. Ça aide à la diffusion du savoir, quoi. Ouais, c'est clair. C'est top. Ouais. Et ouais, voilà. Je sais plus c'était quoi l'explication initiale, mais. Je sais pas, on a dérivé, c'est pas grave, je vais passer à la suivante. Voilà. Ah, j'ai l'impression que ça coupe encore. Non, moi je t'entends bien. Ok, c'est bon.
Ok, du coup, c'est quoi le futur un peu de ton projet? Est-ce que tu as d'autres projets que tu aimerais lancer Alors, le autour de ça? futur du projet, l'idée là, c'est en gros de développer l'activité, parce qu'on a l'année dernière, je crois on avait moins de 10 clients l'année dernière, là on en a 35. Donc l'idée c'est de continuer à développer ça. Après, on va plus du coup s'orienter sur les séries, parce qu'en fait en animation tu peux avoir des courts métrages, des longs métrages et des séries. Donc là on va plus faire des efforts sur tout ce qui est séries animées. Et après, on aimerait bien développer un petit peu l'international, parce que ça a l'air d'être, comme je disais, ça a l'air d'être un peu plus simple pour les cycles de vente. Et après, pour le futur, l'idée, ça serait à un moment, on aimerait bien aussi pouvoir faire quelque chose de similaire pour le jeu vidéo, parce que ça ressemble, en fait, pour faire un jeu vidéo, ça ressemble un peu à un film d'animation, mais c'est quelque chose qui est juste, qui est un peu encore hypothétique pour le moment. Et l'autre truc qu'on aimerait bien développer, c'est éventuellement faire un cloud pour graphistes, c'est-à-dire que en gros, on pense qu'à un moment notre soft il sera développé un peu partout, il sera déployé un peu partout. Donc du coup, les graphistes, en fait, souvent ils ont tous des statuts intermittents, enfin freelance plutôt, l'équivalent de freelance. Du coup, ils passent beaucoup de studio en studio, et même si maintenant, pour avoir des prêts immobiliers, ils cherchent à se sédentariser, il y a quand même toujours ce phénomène on change de studio à chaque fois que la production est terminée, on va dans un autre studio pour une nouvelle production. Et donc, en fait, avoir un cloud qui se connecte au Kitsu déployé dans les différents studios, où le graphiste, il peut emmener en gros son historique, ou je sais pas, ou en gros, il pourrait, ou un truc qui lui permet de gérer plusieurs studios en même temps, parce que des fois il travaille pour plusieurs studios en même temps, ça pourrait être aussi un aspect qu'on aimerait creuser, quoi. Voilà. Après, on est encore au stade de l'hypothèse, et pour que ça Allô? soit dessus. Voilà, ça c'est pour Kitsu. Tu as une question? Okay. Non, j'ai perdu la fin de ta question, de réponse, pardon. Je disais que l'idée c'est de faire t'as eu la partie sur les graphistes ou... Oui, c'était juste sur le cloud, la dernière phrase. Ok, je me souviens, parce que je dis, mais en gros l'idée c'est de dire qu'on va déployer des Kitsu partout, et que après, ça serait intéressant pour les graphistes de pouvoir gérer le fait qu'ils se baladent de studio en studio à travers un cloud dédié pour lui, ou je sais pas sous quelle forme ça se présenterait, mais et voilà. Et ensuite, en gros, tu veux pouvoir séparer des utilisateurs des studios, qui puissent être indépendants, avec leur stockage indépendant versus ceux qui... au-delà du stockage, en gros, qu'ils aient une interface où, en gros, ils voient ce qu'ils ont à faire, qui unifie, en fait, les tâches qu'ils ont dans chaque studio, quoi. Ce qu'ils ont à faire dans chaque studio, qui leur disent aussi, tiens, tel studio, il cherche tel besoin. Et voilà, je me mets en relation, des choses comme ça. Et voilà. Ah oui, c'est cool. Tu peux faire un peu comme Malte, qui rassemble en fait tous les gens d'un secteur, et qui te permet d'avoir un suivi aussi du travail, puisque c'est ce que tu fais déjà, le suivi. Tu peux faire tout le chemin end-to-end, quoi. Ouais, voilà. En gros, l'idée c'est que de toute façon tous les graphistes ils seront référencés dans les Kitsu. Dans les Kitsu, il y aura tout le travail qu'il y a à faire. Donc tu te dis à un moment, il y a un truc intelligent à faire, il y a une connexion à faire entre le graphiste et le boulot qu'il y a à faire, et comment il est fait, quoi. Voilà. Donc, ça aussi, c'est un autre axe de développement qu'on peut avoir. Et après, dans les projets que j'ai en tête, mais alors là, je sais pas. Du coup, là, c'est un peu remis. C'est un peu, en ce moment, en fait, le projet CityWire, là, me prend vraiment beaucoup de temps, et je pense qu'il va m'en prendre encore pour un bon moment. Mais après, j'aimerais bien revenir sur toutes ces questions de serveurs personnels qu'on avait abordées avec Cozy Cloud, parce qu'on avait quand même identifié plein de choses intéressantes avec un gros potentiel. Est-ce que tu peux te dire ce que faisait Cozy Cloud, parce que tu l'as pas dit non plus? Alors, j'ai pas dit. En gros, Cozy Cloud, l'idée, c'était de dire,
on partait du problème qui était de dire, ok, les logiciels cloud, c'est pratique, c'est sympa, c'est une grosse avancée technologique, mais bon, ça pose des problèmes éthiques au niveau des données personnelles. Qu'est-ce qui se passe quand on produit des données personnelles, elles sont stockées par des tiers et ils en font, ils les revendent, enfin ils les analysent, ils en font des bases de données et du coup c'est embêtant. Ça, s'il y avait ce premier problème-là, et après, même si tu enlèves l'aspect éthique, d'un point de vue purement productif, tu te retrouves avec des données dans un fournisseur, dans un silo A par exemple, tu vas avoir des données dans un silo B, dans un silo C, et en fait après, bah, toutes ces données-là, tu peux pas les faire interagir, tu peux pas les faire bosser pour toi, quoi. Ce qui ce qui est quand même un peu frustrant parce que en gros, on produit tous énormément de données à travers nos téléphones et nos différents usages, et en fait, on peut pas les exploiter, quoi. C'est quand même un peu dommage. Et donc, du coup, à partir de là, on s'est dit, bah en fait, il faudrait faire une plateforme sur laquelle les gens déploient leurs propres applications, déploient leurs propres applications, leurs applications sur leur propre plateforme, un peu comme le téléphone, mais avec le côté dématérialisé, où en gros tu aurais ton cloud à toi, quoi. Donc ça prenait la forme d'un serveur personnel, hein. On appelle ça aussi auto-hébergement, où en gros tu as ton serveur sur lequel tu déploies tes applications et aussi sur lequel tu déploies des connecteurs qui vont aller récupérer les données qui sont pas issues de tes applications, quoi. Et une fois que tu as ça, en fait, bah, tu te retrouves avec une méga base de données personnelles et des applicatifs pour l'exploiter. Et après, en plus, tu retrouves un peu les avantages du pair à pair où, comme les données, elles sont près de toi, elles se connectent potentiellement plus rapidement à celles de tes contacts, à celles de tes objets, et après, et toi aussi, tu y accèdes plus rapidement. Et en fait, même en poussant le truc un peu plus loin, on était arrivé à se dire, on a un essaim un swarm personnel, quoi. En fait, avec tous tes objets connectés, ton téléphone, ton ordinateur de bureau, ton ordinateur portable, en fait, t'as toute une armada à ta disposition qui, en fait, aujourd'hui est obligée de passer par des data centers qui sont à Palo Alto, et alors qu'en fait, t'aimerais bien avoir, alors que tout est déjà sur place chez toi, quoi. Donc là, voilà. Donc une fois que tu remets tout ça au bon endroit, tu gagnes en efficacité, t'ouvres plein de possibilités parce que une fois que tes données elles peuvent se parler, bah forcément tu peux imaginer plein d'automatisation dans tous les sens. Et après ça te fait une seconde mémoire aussi parce que du coup ton essaim, ton cloud perso, ton serveur perso, en gros, se souvient de plein de choses pour toi. Voilà, avec les progrès de l'IA, en plus, ça veut dire qu'il pourrait presque répondre au téléphone à ta place. Et voilà, quoi. Donc du coup, tout ça, ça me fait dire qu'il y a un potentiel énorme là-dessus, qu'aujourd'hui, c'est pas du tout exploité. Et voilà, qu'il y a plein de choses à faire. C'est rigolo parce que c'était une idée que j'avais eue à un moment en voyant mon père avoir sa propre entreprise et toujours galérer avec les papiers, devoir appeler, enfin, avoir des trucs dans tous les sens au comptable, chez lui. Et je m'étais dit en fait que ça serait trop bien de centraliser tout quelque part. Donc comme un drive, mais pas aux États-Unis, tu vois. Et ça, y connecter du service. Que t'es quelqu'un et tu l'appelles et tu dis bah vas-y je sais pas William un tel document et le mec qui est spécialisé dans le logiciel il peut te le trouver en quelques secondes et tu peux lui dire bah en fait ça j'aimerais l'envoyer au comptable, est-ce que tu peux le faire, tu vois, parce que j'ai pas le temps, et tu payes du service par-dessus ton cloud, tu vois. L'idée c'était que c'était un peu ça en automatisant le truc. Alors, mon associé, lui, était plus orienté effectivement sur tout ce qui était facture, gestion bancaire, etc. Parce que c'est pareil, en gros, c'est jamais trop où est telle facture, à quoi est-ce qu'elle est associée, etc. Et pareil, moi, je sais pas si si tu as besoin de monter un dossier de déménagement ou ouvrir un compte, etc. Bah, l'idée c'est que tu en impliques tous les documents qu'il te faut, et puis voilà.
Et c'est ça qui est assez fou en fait avec ce sujet-là, c'est que tu peux le prendre par plein de côtés et c'est là où je te dis que moi je ressens vraiment qu'il y a un potentiel énorme là-dessus. Et voilà, donc ça c'est un truc sur lequel j'aimerais bien revenir à un moment. Alors quand, je sais pas, ce sera peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, mais voilà, ça c'est clair que il y a un moment, il faudra que je remette le nez dedans. Et après, bon, comme je disais, tu as aussi l'aspect tout ça, pour moi, ça a toujours été important dans les projets, quand même, toujours avoir un aspect éthique assez présent. C'est quoi le côté éthique dans Kitsu, alors? C'est le côté logiciel, donc on dit open source pour ça, c'est être sympa, mais en gros, faut être poli, mais c'est le côté logiciel libre, quoi. Justement ce dont on parlait, tu vois, les studios, ils ont un soft qui va gérer toute leur boîte, au moins ils savent comment il marche, et ils collaborent autour, que ce soit en nous payant nous ou en contribuant, on a quand même des contributions sur le logiciel. Stylé. Ouais, voilà. Et après, il y a des meet-up. En fait, c'est un peu dans la continuité de ça, c'est de dire, ok, on crée des espaces où les gens ils se rencontrent et ils partagent et ils progressent ensemble. Voilà, c'est un peu ce côté-là. Après, c'est sûr que la dimension éthique est beaucoup moins forte que celle qu'il y avait chez Cozy Cloud, où l'idée aussi, c'est qu'il y avait, t'avais la réappropriation des données personnelles et donc par extension d'une certaine forme de liberté, quoi. Donc voilà. Ça c'était voilà. Bon, après c'est peut-être aussi un peu le défaut chez Cozy Cloud, on avait peut-être mis un peu trop de politique dedans, qui faisait que c'était un projet d'autant plus compliqué. Mais oui. Mais voilà, après c'est quand même quelque chose, toujours essayer d'avoir un côté un peu sympa dans les projets que je fais. Pas le besoin de sens. Voilà, exactement. Peut-être j'optimise pas forcément le gain financier, mais au moins je suis toujours content de ce que je fais à la fin, quoi. Je crois que c'est quelque chose qui nous rassemble beaucoup, indie maker. Ouais. C'est juste le cash. Moi aussi, je pourrais bosser dans une ETI à 800 ou 1000 balles par jour, mais franchement, j'en ai rien à foutre d'une puissance. Ouais, c'est ça. C'est ça, envie de te dire à la fin de la semaine que tu as fait des trucs qui t'intéressaient et qui éventuellement sont utiles. Voilà. C'est ça. Et ben, franchement, on a fait le tour de toutes mes questions. Là, on arrive sur mes 3 finales et puis on sera bon, je pense, pour cette petite entrevue pour le podcast. Okay. Du coup, première des dernières questions. J'aime bien cette phrase, à chaque fois je la dis. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances? Alors, c'est ce que je me suis lancé tellement progressivement. Qu'est-ce que j'aurais... En fait, bizarrement... tu peux prendre par exemple pour Kitsu ou alors avant Cozy Cloud si tu choisis. Non, en fait, un truc peut-être que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est les types de Basecamp ont raison et vraiment, ils ont vraiment raison. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé, on va dire Cozy Cloud, mais ça me l'a fait aussi avec Kitsu, j'avais accumulé pas mal de lectures de blogs et tout ça, et j'avais des convictions sur certains points, mais clairement, j'avais pas l'expérience. Et donc, du coup, quand je rencontrais des gens qui avaient plus, qui avec aplomb me disaient que je me trompais, je me disais que non, je devais me tromper, quoi. Et j'aurais aimé être plus sûr de moi, en fait. Mais en fait, le truc qui faisait que j'étais pas sûr de moi, c'est que finalement, c'est des gars aux États-Unis après, qui. Ouais, tu sais pas si ça se projette bien en France, etc. Ouais, puis tu sais même pas s'ils existent vraiment. Enfin, tu vois, t'as toujours ce côté. Est-ce que c'est un type qui a écrit ça pour avoir des clics sur son blog? C'est juste une légende. Voilà, Tim Ferriss, c'était pareil. Maintenant, il est super connu, mais à cette époque-là, il était moins connu, en tout cas en France. Et voilà. Après, il y avait The Family qui démarrait, qui reprenait pas mal de ses conseils. D'ailleurs, des fois, je me disais, putain, merde, il raconte, tout ce qu'il raconte, je l'ai déjà lu et tout. Et voilà, mais au final, c'était un peu trop tard pour moi quand ils sont arrivés. Puis pareil, ils étaient tout nouveaux à l'époque. Donc du coup, j'avais pas cette conviction de il faut gagner de l'argent rapidement, je sais pas, il faut être assez sélectif sur ce qu'on fait, il faut rester focus, etc. Il y a plein de, bon là je les ai plus tous en tête ces conseils-là, mais il sait qu'il y a plein de choses comme ça qui aujourd'hui nous paraissent évidentes parce que voilà, ça a été éprouvé et qu'il y a plein de publications.
qui à l'époque, j'avais pas la. Je sais pas si c'est assuré là-dessus, donc j'aurais bien aimé que quelqu'un me dise, finalement, c'est un coach, quelqu'un qui me dise, non, c'est bon, ça marche, t'inquiète pas, ça marche, tu peux y aller. Voilà. Et je pense que c'est pas que personnel, je pense que c'est aussi une dynamique de maturité de notre écosystème. Tu sais, c'est comme le fait qu'on dise qu'il y a plein de levées d'argent, mais dès qu'une société devient grosse en France, elle se fait racheter par les Américains, c'est parce qu'en fait, on n'est pas assez mature pour aller jusqu'au bout de l'aventure nous-mêmes. Et pareil pour l'entrepreneuriat, je pense qu'on n'avait pas la dynamique de création de SaaS, tu vois, comme on le fait maintenant. Et du coup, que ça soit pour toi ou pour les autres, la dynamique n'était pas la bonne en fait. Ouais, c'est bon, c'est revenu. C'est dommage parce que j'ai tout donné là dans mon explication. Donc, je te disais que la dynamique, en fait, elle n'était pas trop au SaaS, elle était plutôt à ce que j'appellerais de l'artisanat. Ouais. On est très artisanaux en France depuis très longtemps, et du coup, en fait, même si toi, tu as décidé de faire un SaaS et d'être vraiment bien câblé, tu seras tout seul et ça marchera pas. Même si tu choisis, tu vois, parce qu'on va t'influencer forcément, mais aussi le retour que tu auras des utilisateurs, ils comprendront pas. Et là, maintenant, tout commence à être éduqué, ce que tu disais tout à l'heure avec tes propres utilisateurs. Ouais. Je pense que globalement, on commence à être de plus en plus éduqué, et du coup, le SaaS, le fait de construire avec tes clients comme tu as fait, tu vois, c'est plus mature maintenant que peut-être quand tu l'as fait à Cozy Cloud. Ouais, oui, il y a clairement ça aussi, là. C'est sûr. Mais d'ailleurs, je pense que The Family, là-dessus, alors je sais qu'ils sont pas mal compliqués, mais je pense qu'ils ont quand même pas mal fait avancer les choses avec leurs vidéos, quoi. Ils ont quand même bien bougé le... Je pense que tu sais, c'est notre dynamique un peu de bon vieux français de vouloir un peu tout critiquer et tout remettre en question, ce qui nous aide souvent, mais je suis totalement d'accord. The Family, ils ont fait un taf de malade. Tout ça en plus gratos pour la plupart des gens. Ouais, c'est clair. Donc, merci à eux pour ça. Big up The Family. En plus, je crois qu'il y a des gens de The Family qui écoutent de temps en temps le podcast, de ce que j'ai vu, des petits retours sur Twitter. Ok. Voilà. Envoyez-moi un petit message si vous écoutez. Du coup, deuxième des dernières questions. C'est qui le prochain invité que je dois faire venir dans ce podcast selon toi ? On avait déjà discuté, mais je pense que si tu arrives à le joindre, c'est Mathieu Aubry de InnoCraft. En fait, lui, il a monté Piwik, un projet d'analytics, en gros un équivalent Google Analytics, mais version open source. Et du coup, lui, il a monté un business par-dessus. Alors, ils sont plusieurs, hein, évidemment, sur ce projet, mais le seul que je connais, c'est lui. Et c'est intéressant. Puis il a fait une première boîte où il avait levé des fonds, je crois. Je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais au final, il a arrêté cette boîte-là. Il s'est engueulé avec son associé ou un truc comme ça. Moi, c'est lui qui te racontera. Je sais pas. Ouais. Mais bref, en tout cas, ça s'est arrêté. Et il a remonté une boîte derrière qui marche bien. Ils ont du bon revenu et aussi, ce qui est cool, c'est que lui, il a fait ça un peu pas vraiment nomade worker parce qu'il est un peu toujours au même endroit, mais il est quand même en Nouvelle-Zélande. C'est un Français qui maintenant habite en Nouvelle-Zélande. Et je crois qu'il a toujours fait tout en remote. Et donc, du coup, il a un business qui tourne bien. Je crois qu'ils sont une dizaine. Et il fait tout ça depuis une belle maison en Nouvelle-Zélande, avec dans la forêt, dans la jungle, je sais plus. Trop stylé. Il m'avait envoyé il m'avait dit dans quelle région c'est. Je suis allé voir les photos des baraques dans ce coin. C'est assez sympa, quoi. Donc voilà, ça peut valoir vraiment le coup de parler avec lui parce que lui, il a l'aspect communauté open source qui est, enfin, c'est comme. Ah, je t'ai encore perdu. Business, Indie Maker, il monte une boîte dessus et puis il a envie, quoi. Yes. Et ben, du coup, je l'ai contacté sur Twitter. Il m'a dit qu'il pensait pas être un indie maker parce qu'il avait un cofondateur. Ah, d'accord, ok. Bon. C'est rigolo. Non, mais je vais arriver à le convaincre. C'est une question de temps. Ok. Ouais, cool. Et puis voilà. Et en plus, il est super sympa, donc ça sent tout. Ouais. Et ben, on va essayer de le faire venir là. Je pense que c'est un bon conseil que tu m'as donné là. Bon, et ben, on arrive à la toute dernière question de mon petit podcast. J'espère que tu as passé un bon moment. Oui.
Je confirme. Oui. C'est un très bon moment, c'est intéressant. Cool. Eh ben, j'espère que ça intéressera aussi les gens. Du coup, ma dernière question, c'est où c'est qu'on envoie les makers qui veulent te suivre pour avoir un peu plus d'infos sur toi. Sur Twitter. Pardon. Twitter.com. Alors, je mettrai dans la description ton Twitter. Ok. Tu peux. J'ai un blog, mais je le mets pas beaucoup à jour. Je suis pas hyper actif sur Twitter. Je suis en train de m'étouffer, pardon. Vas-y. C'est le début du corona. Je plaisante. Tout va bien, on est à distance. Ouais, c'est bon, pas grave. Intérêt. Du coup, il y a mon blog qui est pas très actif, mon Twitter aussi. C'est ça que je suis en train de me dire que je ne me dis pas assez. Vraiment, Twitter, du coup, Galnior, G-E-L-N-I-O-R. Bon, je suis en train de mourir. Je sais pas ce que j'ai avalé là, je vais avaler une poussière. Pas de problème. Du coup, je viens de bugger. Ça me fait penser qu'il y a pas mal de makers qui sont dans le groupe où on est, donc tu fais aussi partie du chantier. Et pas beaucoup qui sont sur Makerlog ou des choses du genre qui permettent de donner, de publier un peu où t'en es de ton projet, etc. Ah oui, si, j'oubliais, il y a Indie Hackers. C'est vrai que Makerlog, moi j'avais essayé, c'était trop quoi. Et du coup, ça. Ok, mais t'es sur le site Indie Hackers. Ouais, sur Indie Hackers, par contre, j'essaye de mettre une update tous les mois en gros. Je dis, cool. Et ben voilà. Là, j'ai annoncé qu'on avait 50 000 vidéos validées qui sont passées en review sur Kitsu. Et du coup, c'est cool, quoi. Ça nous fait une nouvelle métrique à partager. Stylé. Ouais. Ah, j'ai pensé à ça tout à l'heure parce que quand j'étais plus jeune, j'adorais un jeu vidéo qui s'appelle Dofus. Je sais pas si tu connais. Ouais. Et du coup, ils ont un studio en France d'animation, il me semble. Enfin, ils bossent avec des Japonais, mais ils ont un studio en France. Je sais pas si tu les as dans ton. Ouais, on travaille avec eux là, sur un long métrage. Ouais, Stylé. Stylé. Donc, c'est cool. Bon, ok. Bon, quand il sort, tu me tiendras au courant alors que je puisse voir qu'est-ce qui a été fait grâce à ton logiciel. Non, mais celui-là, on a le droit, mais très, très vaguement. J'ai le droit de très vaguement dire qu'on fait un truc avec eux. Ok, ouais. Quand ça prend un an et demi à fabriquer, donc je te dirais, c'est pas pour tout de suite, mais pas de problème. C'est partie des trucs qui nous sont arrivés ces temps-ci, et voilà. Stylé, c'est stylé. C'est vraiment une boîte que j'aime bien. Ouais, je suis content que tu l'aies. Ok. Eh bien, merci à toi. Et on va pouvoir se dire. Podcast. C'est vrai qu'on n'a pas parlé aussi du chantier, qui est une super communauté à travers laquelle on s'est connus, de makers on discute ensemble sur Telegram. Et je suis content qu'on ait pu faire ce podcast et puis passer au milieu d'autres super indie makers que j'aime bien suivre. Donc voilà, merci. Eh bien, merci à toi. Ciao. Salut. Ça y est, l'épisode est fini. J'espère que t'as kiffé autant que moi. Merci d'avoir écouté, merci à l'invité d'avoir pris le temps de venir. Et à dans 2 semaines pour le prochain. Belle journée à toi.